J'ai intitulé mon intervention, c'est pas écrit, mais j'ai souhaité intervenir sur l'idée de la défascination. Et je vais vous expliquer de où je parle, parce que c'est important de savoir de où on parle, évidemment. Donc moi, mon métier, c'est directeur artistique, commissaire d'exposition. Autant dire que je suis au contact des artistes au quotidien, je travaille avec eux tous les jours, dans des contextes assez variés, puisque j'imagine qu'ici, vous m'avez invité, et je vous en remercie infiniment pour mes, entre guillemets, qualités de conseiller artistique pour Universcience. Donc Universcience, c'est la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte à Paris, avec lesquels je travaille depuis une dizaine d'années. Mais je dirais que c'est presque une activité presque minoritaire maintenant dans ce que je fais, puisque je me suis beaucoup intéressé aux questions de la ville. J'ai été directeur artistique de Nuit Blanche. J'étais le DA aussi du Village Olympique, qu'on a pu découvrir il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, non ? Et par ailleurs, je suis directeur artistique d'Un été au Havre, donc une ville du nord-ouest de la France que vous connaissez certainement, où l'art transforme la ville, transforme le quotidien avec les artistes, transforme aussi les usages. On essaie de projeter la ville dans ce qu'elle sera demain avec les artistes. Et puis, accessoirement, je suis aussi directeur artistique d'une nouvelle villa, à côté de la villa Médicis, Fujiyama, etc. Je suis directeur artistique de la Villa Egra, en plein désert dans l'Arabie Saoudite, donc l'art projeté dans des questions de désertification, de ressources en eau et tout ce que vous pouvez associer aux problématiques du désert. Mais passons. Donc j'ai souhaité intituler mon intervention, enfin en tout cas mentionner l'idée de la défascination, et figurez-vous que ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est lors d'une conversation que j'ai eue avec Gérard Azoulay, qui est le directeur d'un très beau programme qui s'appelle l'Observatoire de l'espace, qui est une démarche artistique que Gérard... Donc lui est astrophysicien, et Gérard Azoulay dirige cet observatoire de l'espace où il projette les artistes dans des problématiques spatiales. Ça dépend du CNES, donc du Centre national d'études spatiales, qui donc travaille avec des astrophysiciens et des gens parfois très pragmatiques qui se demandent comment on fait décoller un truc sans que ça retombe sur Terre et que ça ne s'écrase. Et donc Gérard envoie des artistes dans des situations très concrètes de problématiques, je dirais, d'ingénieurs et d'astrophysiciens. Donc voilà. Et ce qui m'a intéressé, comment on est arrivé à parler de ça ? D'abord parce qu'on est très amis, Gérard et moi, même si on a une réelle différence d'âge, mais parce que la Cité des Sciences m'a commandé il y a quelques années un livre blanc sur finalement ces relations art et sciences. Puisque vous le savez peut-être, la Cité des Sciences, dans les années 80, a été une des structures qui a initié cette relation entre, évidemment, un musée scientifique, pédagogique, qui met la science à disposition des publics, mais aussi comment les artistes pouvaient entrer dans ces démarches et qu'est-ce que les artistes avaient apporté dans cette lecture de la science. Et je vais être légèrement, peut-être en porte-à-faux avec un certain nombre de choses qui se sont dites ici, parce que moi, je vais vous parler de choses relativement pragmatiques, et aussi de certaines impossibilités, je dirais, pour reprendre des mots un peu presque ontologiques, en réalité, entre l'art et la science. Ça ne va pas du tout de soi, l'art et la science, et il y a beaucoup de rapprochements artificiels qu'il s'agit de débunker, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut les démonter pour mieux les comprendre. D'une part, ce qui, moi, anime ma démarche, et dont je pense qu'on est un certain nombre à le faire, c'est refuser fermement que les artistes illustrent des propos scientifiques. Parce que, évidemment, la science, et on l'a dit ici à plusieurs reprises aujourd'hui, il y a un problème de figuration, notamment dans la physique quantique. Comment deux particules peuvent interagir à distance sans être connectées, enfin sans être connectées en tout cas par un vieux câble ou des ondes Wi-Fi. Comment est-ce que l'expérience de la double fente qu'on évoquait peuvent reconstituer photon par photon le même spectre derrière cette fameuse expérience qui nous fascine tous. C'est évidemment infigurable, on n'a que des diagrammes, on a des choses comme ça très mathématiques, donc il y a une tendance et une envie de demander aux artistes « est-ce que tu ne pourrais pas me faire un dessin de ça pour l'illustrer ?» En réalité, ma position, c'est que l'image scientifique, quand on la lit, quand on la comprend, elle est beaucoup plus forte que n'importe quelle représentation. Et faire tomber ça dans la représentation, c'est déjà affaiblir le concept en réalité. Et donc, l'illustration, il faut absolument la refuser. Donc, premier point, pour moi, et en accord avec Gérard Azoulay, puisque beaucoup de ce que je vais vous dire là relève de cette conversation, les artistes ne sont pas là pour illustrer des thèmes scientifiques, et il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Défascination, ça veut dire quoi ?
c'est Gérard qui a inventé ce terme, et je l'ai repris, et vraiment je tiens à lui rendre ce terme que je trouve très beau. C'est qu'évidemment, aujourd'hui, c'est fascinant, dans un monde complexe, qu'on aimerait réduire à des choses beaucoup plus faciles à comprendre, voire l'émergence de certaines figures politiques binaires, je dirais. La complexité ne nous aide pas au quotidien à prendre des décisions. On préfère avoir des solutions rapides à des problèmes simples. Or, on a des problèmes complexes et des solutions complexes. Et la défascination, ça consiste à justement ramener chacune de ces disciplines-là où elle est, en réalité, et sortir les scientifiques de la fascination artistique et sortir les artistes de la fascination scientifique. Pardon, je l'ai dit 2 fois. Sortir les scientifiques de la fascination artistique et les artistes de la fascination scientifique. Parce que c'est bien sûr qu'on est fasciné. Quand on est un artiste, c'est fascinant, l'expérience de la double fente, les ondes qui les particules qui communiquent, l'horizon des événements. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus si vous êtes artiste? L'horizon des événements, vous pouvez l'écrire en gros, et c'est terminé en fait. Il n'y a rien qui peut être plus fort que le terme horizon des événements. Je notais comme ça quelques-unes qui me revenaient, l'expérience de la double fente, le chat de Schrödinger. Magnifique. Une fois qu'on a compris le concept, c'est pas la peine de le réaliser. Je veux dire, n'ajoutons pas un objet à ce monde qui en comporte déjà beaucoup trop. Le chat de Schrödinger, une fois que vous avez compris le concept, c'est pas la peine d'en faire une pièce artistique. Vous n'arriverez jamais au niveau de la force de ce qu'a démontré Schrödinger. La théorie des cordes. Ça y est, je prononce le mot, vous avez déjà une espèce de représentation totalement étrange, un goût, une sensation, vous êtes dans l'artistique en réalité. Et ce qui est très très beau, et ça Gérard met le doigt là-dessus, parce que lui est astrophysicien et il fréquente évidemment au CNES, vous imaginez le niveau de connaissance de ces scientifiques, qui sont, je le rappelle, chargés de balancer des trucs en l'air pour éviter que ça nous retombe dessus. Je dirais qu'ils sont très pragmatiques. On a une fascination, et c'est là aussi qu'il faut se défasciner, il y a une fascination pour la science, et des termes employés par des astrophysiciens ou des physiciens, qui en fait pour eux n'ont rien de poétique. Quand on dit théorie des cordes, imaginons, je ne sais pas, pardon de mon ignorance, qui l'a inventé, mais en fait, le gars qui invente ça cherche à trouver les mots qui vont le plus correspondre à un concept, qui a un goût, une odeur, une couleur, qui est impossible à figurer. Donc ils vont avoir un discours qu'on interprète comme poétique, mais pour eux, ça n'a rien de poétique. Ça vient mettre le doigt sur des milliards de tonnes d'équations et de compréhension. Et évidemment, l'astrophysicien, pour être compris de ses pairs, ou le physicien, il n'a aucune envie d'apparaître comme un poète. Parce que, imaginons que là, on est un parterre d'astrophysiciens, ça ne les intéresse absolument pas, soyons clairs. Eux, ils travaillent collectivement sur des questions complexes sur lesquelles ils souhaitent aboutir et où ils souhaitent partager des concepts compliqués. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la salle se pavane devant des mots et soit dans une sensation esthétique. Aucun intérêt. Et donc ça, c'est un autre concept important, c'est qu'en réalité, on parle de 2 disciplines qui ont des points communs, mais qui n'ont pas du tout le même objectif. La science n'a pas pour objectif de rentrer dans la poésie d'une sensation ou de je ne sais quoi. La science, elle déconstruit des choses qui nous paraissent inaccessibles, elle essaye d'en faire des équations, de les rendre prévisibles, de faire quelque chose dans lequel on va pouvoir se projeter, qu'on va pouvoir prédire, calculer, comprimer, calibrer, etc. L'artiste, il ne fait pas du tout ça. L'artiste ne fait jamais ça. L'artiste, il n'a aucune envie de calibrer, de comprendre, de je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc quand l'artiste emprunte de la poésie au scientifique pour l'amener vers ce domaine ouvert de l'interprétation, il n'est pas du tout dans la démarche du scientifique. Le scientifique n'a aucun intérêt à ce que son auditoire ne comprenne rien ou puisse s'approprier les choses. Personne n'a envie de s'approprier la physique quantique, sauf à amener quelques mots qui vont faire effectivement effet, mais ce n'est pas du tout l'objectif des scientifiques. Et donc il faut bien comprendre que quand on fait travailler artistes et scientifiques, il y a une dimension très complexe, parce qu'il faut que chacun se défascine de l'endroit où il est pour trouver un terrain d'entente. Mais c'est certainement pas l'artiste qui doit aller sur le terrain scientifique dans le laboratoire où il y a plein de tuyaux, plein d'équations, plein d'optiques et plein de lumière, parce qu'il n'est pas chez lui et qu'en fait, il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Il va percevoir des formes et des couleurs. Il va comprendre quelques concepts, mais il n'a pas les 12 ans d'études et la tronche, je dirais, qui lui permettent de rentrer dans le cerveau du scientifique. Et à l'inverse, le scientifique n'a pas 20 ans d'atelier qui lui permettent de comprendre ce que peut être une pratique artistique de l'intérieur. Donc ce qu'il faut, c'est trouver... C'est certainement pas dire je colle l'un chez l'autre, on les met ensemble pendant 2 heures et puis on secoue bien fort, on verra bien ce qu'il en sort. Je suis absolument contre cette démarche. Ce qu'il faut, c'est trouver nous, en tant que directeur artistique, institution, commissaire d'exposition, etc., un terrain de possibilité de qu'il se passe quelque chose. Sinon, on va être dans l'illustration, c'est évident,
Et l'autre problème, c'est que le scientifique, ça va l'amuser 5 minutes, mais bon, il a autre chose à faire parce qu'il a une bourse, il a des crédits pour aller travailler sur des concepts et il ne va pas passer son temps à discuter autour d'un café ou d'une bière avec des artistes, soyons bien clairs. Donc, on rejoint là une problématique forte de l'art contemporain, c'est laquelle? C'est que pour que ça existe, il faut donner, et je pense que madame, excuse me to speak in French because I'd like to say it in English, on voudrait plus de temps, plus d'espace qui serait consacré à ça, dans cette espèce de vieux fantasme humaniste où on croyait, et on l'entend encore beaucoup, l'idée qu'on pourrait recréer cet humanisme renaissant où art, scientifique, artistes scientifiques, etc. se mêlaient. Mais où est-ce qu'ils se mêlaient? Dans les cours des rois. C'était pas dans la rue, évidemment. Donc en fait, quand on a ce fantasme de la Renaissance, d'une union des savoirs, c'était un temps, comme aujourd'hui, réservé à une élite qu'il faisait à des endroits très précis. C'était pas du tout dans le champ du paysan que ça se passait. Donc en réalité, cet espace-temps-là, on ne l'a pas. On l'a dans quelques endroits, quelques expériences qui sont menées, mais souvent de courte durée. Et donc il faut un résultat. Parce que quand vous mettez 50 000 € sur un programme art-sciences, il va quand même falloir montrer un résultat. Et on vous demande, de la part de l'institution, de le produire idéalement pour décembre prochain ou pour 2027. Or, ce temps-là, il est très difficile à prendre chez un scientifique qui a autre chose à faire. L'artiste a plus de temps s'il l'a intégré dans sa charge de travail et de réflexion, mais c'est très compliqué. Donc on parle aussi d'une utopie. Il faut bien se dire que là, tout ce qu'on évoque art-sciences, c'est aussi beaucoup d'utopie, beaucoup de choses intéressantes intellectuellement, mais concrètement, on n'atterrit pas forcément sur des choses très faciles à faire. J'ai quelques points comme ça, je vais faire vite. Mais vous m'avez invité dans ce cadre-là, je crois. Alors, on s'était rencontrés parce que moi, je montrais une exposition d'un artiste américain qui s'appelle John Urokem, qui est décédé, qui était un peu un farfelu, qui travaillait sur des équations mathématiques, qui n'avait rien de scientifique à part une formation de mathématicien. Et il se trouve que c'était un peu un illuminé qui voyait dans les chiffres des explications du monde et la trace et la parole de Dieu, etc. Et je dirais que là, il y a quelque chose d'honnête et profondément transparent, puisqu'il était quand même relativement marginal, et qu'il parcourait les chiffres en leur donnant une interprétation qui était liée à son mode de vie. Là, je dirais qu'il y a quelque chose, il n'est pas allé chercher beaucoup les scientifiques, même s'il avait travaillé chez IBM à l'époque aux États-Unis, mais je dirais qu'il y a une démarche presque de vie, et qui n'est pas forcée, je dirais, par l'envie de faire se rapprocher à la science. C'était dans ça, et on connaît comme ça beaucoup d'artistes bruts, beaucoup d'artistes, je dirais, qui ne trouvent pas prétexte de la science, mais qui, pour lesquels ça s'exprime naturellement. Et il y a peut-être dans vos familles quelqu'un qui s'amuse avec les chiffres, je ne dis pas qu'on en connaît tous, mais, et qui sont peut-être des artistes, mais on ne le sait pas. Parce qu'être artiste aujourd'hui, c'est un métier. On n'est pas artiste du dimanche. Je veux dire, il faut gagner sa vie, il faut cotiser, il faut se faire connaître, etc. Donc on rentre dans une démarche de se faire connaître comme les scientifiques. On n'est pas scientifique dans son coin sans avoir des bourses, sans écrire des papiers, sans avoir une forme de concurrence. Et en fait, ces deux mondes se ressemblent à cet endroit-là. Un endroit qui n'est pas du tout sexy, en réalité. Difficulté du dialogue, par exemple, je le pense, et probablement que vous allez me donner tort, mais moi je crois qu'il n'y a pas tant de scientifiques que ça qui s'intéressent à l'art, parce que les disciplines scientifiques sont déjà tellement passionnantes, accaparantes et productrices d'une forme de poésie qu'on peut très bien finalement être noyé dans ses équations et dans sa recherche et trouver à se nourrir intellectuellement et ouvrir des fenêtres sur le monde qu'aucun artiste ne nous ouvrirait peut-être. Le premier pour moi, enfin en tout cas l'artiste du XXe siècle qui a totalement, je ne vais pas dire réglé, mais en tout cas qui a quand même encore un coup d'avance là-dessus, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, par exemple, à un moment dit, donc tout le monde, enfin beaucoup de gens le détestent, d'autres l'adorent, c'est une espèce de dieu vivant pour certains et d'imposteur génial pour d'autres, ou pas génial. Mais Marcel Duchamp a eu des phrases définitives. Par exemple, Marcel Duchamp a dit ce sont les spectateurs qui font les tableaux. C'est marrant quand on entend cette phrase, ce sont les spectateurs qui font les tableaux, et quand la physique quantique dit l'observateur est co-déterminant du résultat. Je veux dire, on peut là mettre ces deux choses en relation. Marcel Duchamp, c'est probablement intéressé à la physique quantique parce qu'il avait un vrai goût pour la science. Il n'a pas cherché à être un pseudo-scientifique, enfin, si d'une certaine manière, mais il est toujours resté dans le domaine de la poésie et de l'art. Et quand on regarde toute l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est intéressant de voir effectivement à quel point il va s'inspirer de la science pour en faire un tout autre domaine, qui est une espèce de pataphysique personnelle pour laquelle, je dirais, il ne force pas le trait. Et il en sort des phrases qui sont définitives. C'est vrai qu'on peut ramener ça, on peut le lire de manière très basique. Si vous ne regardez pas cet écran,
il n'existe pas. S'il y a un tableau de Léonard de Vinci, vous tournez les yeux, vous fermez les yeux, le tableau n'existe pas, il n'a aucune valeur, il n'a aucun intérêt, je dirais, puisqu'il existe pour lui-même. Et de la même manière, la physique quantique, si vous ne regardez pas l'expérience, elle existe peut-être, mais vous savez que c'est vous qui allez codéterminer son résultat. Par ailleurs, Marcel Duchamp a parlé du coefficient d'art, qui est quelque chose qu'on pourrait retrouver chez des scientifiques. Coefficient d'art, ça veut dire cette part totalement impossible à déterminer qui fait qu'une œuvre est une œuvre et pas autre chose qu'une œuvre. Et quelque part, ce qu'a fait Marcel Duchamp de très fort, c'est qu'il est arrivé à avoir une espèce de discours pseudo-scientifique rapporté à l'art, qui emprunte à la science, mais qui a trouvé, lui, ce terrain de dépaysement et de défascination. Il joue avec la science. Il s'en moque, il joue avec les mots, il retourne toutes les figures d'une certaine manière. Il crée ce fameux grand verre qui est une espèce d'alchimie mystérieuse, mêlant moule Malik, femme célibataire, femme mariée, etc. Et il nous dit, là, il y a des choses à comprendre, à vous de vous débrouiller, j'ai fait 50% du boulot, faites le reste, en fait. Pour moi, on est dans quelque chose qui est plus quantique que quand je vais barder d'explications mon travail avec tout un tas de vocabulaire quantique qui, pour moi, n'est pas au niveau de la physique quantique, parce que j'aimerais la laisser là où elle est, dans son mystère, dans sa beauté et dans ma nullité à la comprendre. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément nécessité que les artistes en empruntent trop de vocabulaire. Sur le malentendu poétique, on en a parlé. Et je reviens à Gérard Azoulay, il me disait, en astronomie, lui qui est astrophysicien, il entend tous les jours des termes qui lui font dresser les cheveux sur la tête de bonheur, puisqu'on l'a dit, le fameux horizon des événements, quelle beauté, je veux dire, ça pourrait être un ouvrage de Rimbaud, ça pourrait être un vers de Rimbaud. La différence de logique aussi est quelque chose d'important. Je dirais que la science avance collectivement. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Les scientifiques avancent collectivement. Les recherches de l'un vont nourrir celles de l'autre. Il y a une compétitivité sur certains domaines à avancer plus vite, etc. Alors que les artistes, certes, avancent collectivement, mais le travail de l'artiste reste un travail assez solitaire. Très peu de scientifiques. Il faut sortir évidemment de cette vision romantique d'un scientifique seul dans son laboratoire qui manipulerait des becs benzène et des fioles. Aujourd'hui, les scientifiques importants ont des équipes, sont bardés d'équipes, avec chacun, un peu comme dans un cabinet d'archi, chacun travaille à une tâche, et il faut décomposer un problème, l'affecter à différentes personnes, etc. Bon, les artistes, certains travaillent avec des équipes, mais je dirais que la comparaison aussi s'arrête là, et il y a une vraie différence donc, de logique même dans le travail. Et puis, il y a aussi une limite du public. Est-ce que les démarches art sciences touchent beaucoup de monde en réalité? Oui, certainement, quand on reste à un niveau, et sans aucun mépris pour le public, mais quand on reste à un niveau qui reste accessible. On entend quand même assez peu parler, ou on fait assez peu rêver avec des expos art sciences, et croyez-moi, en faisant quasiment tous les mois à la Cité des Sciences, je sais de quoi je parle. Elle reste quand même l'affaire de quelques individus, je dirais, assez curieux, assez motivés. Et donc on touche là aussi aux limites d'un domaine qui serait en évolution ou en développement. Enfin, je l'ai dit, l'expérience collective, elle est importante, mais pour qu'elle ait lieu, il faudrait qu'il y ait du temps. Et dans ce fameux livre blanc que j'ai remis à la Cité des Sciences, il y avait un projet, notamment pour le Palais de la Découverte, qui était vraiment une expérimentation sur plusieurs années où on pourrait embarquer des artistes et des scientifiques dans des rendez-vous réguliers, parce que cette défascination, elle ne peut pas se jouer en une semaine, c'est impossible, on l'a dit, parce qu'aucun agenda ne correspond à ça. Et donc, ça nécessite un temps d'adaptation pour fabriquer non pas seulement cet espace commun, mais même un vocabulaire commun. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand le scientifique dit « tiens, théorie des cordes », moi je suis là, artiste dans l'atelier, je fais « ah oui, théorie des cordes », en fait je ne comprends rien ce qu'il y a derrière ces mots. Rien du tout, ne nous mentons pas. Physique quantique, à part se dire, bon, c'est une nouvelle branche de la physique très mystérieuse où, comme vous le disiez tout à l'heure, les choses vont à contre-courant de notre bon sens, à part savoir ça, en réalité, qu'est-ce que j'en sais de la physique quantique? Pas grand-chose. Donc, pour à nouveau ne pas tomber dans l'illustration, il va falloir que je fasse un travail de dépaysement, de défascination moi-même de ces termes pour essayer de comprendre la logique. Et donc, quelque part, je dois mettre un vrai pied dans la science pour être un artiste qui a une prétention à travailler avec un scientifique. Donc, ça demande du temps, de l'espace, de l'énergie, un entourage et un environnement qui permettent ces rapprochements-là, et surtout pas l'empreinte vocabulaire à l'un et à l'autre qui fait croire que quelque chose se passe. Parce qu'en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et donc la vraie question, c'est comment créer les conditions
pour que cette rencontre ait vraiment lieu. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est probablement un peu différent de tout ce que vous avez entendu, et ça n'empêche que j'y crois profondément, sauf que je sais qu'aujourd'hui, les conditions sont rarement réunies pour que ça puisse avoir lieu. Merci beaucoup.